Je vais les prendre dans le sens où dans l'ordre du déroulement de l'IFSI, parce que j'ai des questions sur la première année, sur la deuxième, sur la troisième, je crois, et après en tant que jeune DE. Donc encore une fois, ce live sera en rediffusion si vous ne pouvez pas rester jusqu'au bout. La première question que j'avais, c'était la première en IFSI n'est-elle pas trop ennuyante pour quelqu'un qui veut travailler en réa? Alors, je dirais pas qu'elle est ennuyante parce que tu as envie de travailler en réa, parce que en première année, on va t'apprendre des trucs de biologie fondamentale qui, si tu les maîtrises pas en arrivant à l'IFSI, bah, que tu veux travailler en réa ou non, bah, dans tous les cas, il faudra l'apprendre. La question, si tu l'avais posée dans le sens, si tu as fait un bac scientifique ou un bac ST2S, est-ce que la première année peut être ennuyante? Ça, oui, pour le coup, parce qu'il y a beaucoup de redites sur ce qui a été dit en première année. Donc ça, c'est par rapport à ce que tu as vu en termes. Mais après, le fait que tu veuilles travailler en réa, bah, faudra encore plus que tu travailles ta bio et ce genre de trucs. Donc non, ce sera pas ennuyant pour ces raisons-là. Ce sera ennuyant pour d'autres choses selon le bac que tu as fait. Mais ça, c'est différent. Du coup, voilà. Donc la première année, en fait, elle est très théorique. Elle va être vraiment... bah tiens, je vais rejoindre la question que Léa pose dans le chat. Quels sont les conseils que tu peux donner à une personne qui rentre en IFSI? Ça va être très théorique parce que on dit toujours à l'IFSI qu'on voit d'abord l'homme sain avant de voir les pathos. Donc en première année, vous allez voir aucune pathologie si je ne m'abuse, ou alors un petit peu en psychiatrie. Je ne crois pas. Donc vous allez d'abord étudier l'homme sain. Donc c'est des choses qui sont vues en terminale ST2S ou en terminale S. Donc ça va être voilà, parfois des redites, mais il va y avoir beaucoup de cours théoriques et peu de travaux de groupe, surtout au premier semestre. Au premier semestre, va vraiment falloir taffer la théorie, surtout si vous n'êtes pas forcément à l'aise en bio. C'est vraiment quelque chose qu'il faudra taffer, ça je vous le dis tout de suite. Donc après, mes conseils pour la première année, ça va être ça. Alors ça dépend si ton IFSI, il y a des IFSI qui sont organisés en contrôle continu. Moi j'ai eu de la chance d'avoir été dans un IFSI qui était organisé en contrôle continu, c'est-à-dire que j'avais pas de partiel comme c'est fait dans majoritairement des IFSI. Donc j'ai jamais révisé en mode partiel. Donc ça c'est une grosse différence déjà. Après, moi ce que je te conseille, c'est de comme pour toute étude, hein, ça va être de prendre le plus de notes en cours et d'essayer de comprendre le cours quand il y est. Ça va être le plus important, comme ça évitera d'avoir trop de travail à faire chez toi. Et après, c'est de taffer un petit peu tout le temps, et c'est des notions, encore une fois, qui vont t'aider. En fait, ce que tu vas apprendre en première année, ça va être très rébarbatif à certains moments, mais ça va être le socle qui va te permettre de comprendre les pathologies que tu vas étudier les années d'après. Donc, l'air de rien, c'est quand même hyper important. Et il faut vraiment pas passer à côté de ça. Donc voilà, le conseil en première année, c'est de faire ça. Donc ça, c'est pour la partie théorique, parce qu'il va y avoir beaucoup de bio. Il va y avoir aussi de la socio, qui pour moi était la partie la plus chiante, mais ça, c'est personnel. Donc ça va être pas mal de taf en première année. Je pense que c'est l'année où il y a pas mal de taf à la maison, parce qu'il y a beaucoup de cours qui rabâchent, etc. Ça, c'est la vraie différence. Après, voilà, ça va être ça mes premiers conseils. Après, il va y avoir les stages, et ça, les stages, bah, le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est de énormément observer sur tes premiers stages, parce que ça va être tes premiers pas à l'hôpital, et ça va être très important. Essaie au maximum, tant que tu peux, de montrer que tu n'es plus un lycéen, parce que moi, c'est ce qui m'a fait défaut, hein. Je sortais, j'avais 18 ans et tout ça, et j'étais un peu trop lycéen. Dans le sens où j'étais un peu immature et j'avais voilà. Donc il faut vraiment se mettre dans un pot que tu es dans une formation professionnalisante. C'est pas une formation où tu vas faire d'autres études derrière, c'est une formation, tu peux faire d'autres études derrière, mais c'est une formation où tu vas taffer après. Et en fait, ce qu'ils attendent à l'IFSI, c'est vraiment que tu montres que tu es dans cet objectif de formation professionnelle, et qu'il va falloir que tu développes très rapidement une certaine maturité professionnelle, chose qu'on ne t'apprend absolument pas au lycée. Donc, et après, moi, ce que je pose, le conseil que je donne toujours, quel que soit le stage, c'est de toujours poser des questions. Il faut à aucun moment que tu arrêtes de poser des questions. Le jour où tu arrêtes de poser des questions, c'est là où il y aura un problème. Donc voilà, ça c'est la première chose pour les stages. Après, si tu as d'autres questions, vas-y, pose-les dans le chat, j'y répondrai.
Yann, t'as supprimé le message, mais t'aurais pu le laisser. Tu demandais s'il y a de la bio en deuxième année. Alors, il y a de la bio, mais sous forme de pâteau. Enfin, ça fait appel à de la bio, mais on va dire que de la bio fondamentale, comme le dit Rebecca, il n'y en a pas comme il y en a en première année. Ça, c'est propre à la première année uniquement. Donc, on va dire que c'est la différence. Après, je continue à prendre les questions. Alors, oui, ce système de contrôle continu, ouais, j'ai eu de la chance de faire ça parce que c'est vraiment, vraiment cool. Quelle est l'année difficile la plus dure d'après toi et des personnes que tu as rencontrées? Salut Amandine. L'année la plus dure, en fait, ça dépend de ton profil. Si jamais tu viens, par exemple, d'un bac littéraire, la première année va être la plus dure pour toi parce qu'il va falloir que tu te remettes à la bio et ça va être quelque chose... la bio, c'est pas forcément facile pour tout le monde. Ça va être le premier truc. C'est pour ceux qui viennent d'une filière qui n'est pas scientifique. Ça va être la première année. Après, il y en a pour qui la deuxième année, ça va être beaucoup de travaux de groupe. Ça peut poser des difficultés à certaines personnes aussi. La troisième année, c'est le mémoire. Et ça, encore une fois, si jamais tu as des difficultés avec ton mémoire, bah, la troisième année va automatiquement être l'année la plus dure. Parce que c'est le gros truc de la troisième année. Donc pour moi, encore une fois, c'est là où se situent tes propres difficultés et se situent tes domaines où t'es le meilleur. Donc ça va dépendre. Personnellement, l'année la plus dure... Ah, c'est dur comme ça. J'aurais dit que c'était quand même la première parce que... Ou non, je dirais que c'était la deuxième parce qu'elle était très longue et qu'il y avait énormément de travaux de groupe, mais dans le sens où on faisait énormément de sociaux, de communication, de trucs que... En fait, pour moi, j'ai pas fait infirmier, j'ai pas fait ces études-là pour faire autant de sociaux et d'économie, enfin, de trucs comme ça. Donc voilà, après en troisième année, il y a les processus tumoraux qui sont assez un gros morceau à apprendre... à appréhender, donc encore une fois ça va dépendre de chacun. Pour moi il n'y a pas une année qui est plus dure que l'autre sur le papier, c'est vraiment dépendant de chaque personne. Comment aborder un stage en psychiatrie? C'est une très bonne question, comme vous le savez il faut absolument qu'on fasse au moins un stage j'ai plus de voix. Ça va être problématique, pardon. Un stage en psychiatrie, on est donc tous obligés de passer par un stage en psychiatrie. C'est obligatoire dans les socles de stage, etc. Bon, ça, vous avez dû en entendre parler. La psychiatrie, ça va dépendre de ton lieu, de stage. Alors moi, en psychiatrie, j'ai fait des services d'entrée en première année, donc un service fermé, service bien vénère, tout ça. Et en troisième année, j'ai fait de l'addictologie, qui est intégrée à la psychiatrie, mais qui n'a rien à voir avec un service d'entrée comme dans lequel j'avais été. Donc, après on a la psychiatrie, il faut que tu sois ouvert d'esprit, vraiment, il faut vraiment que tu partes avec pas d'a priori. Moi je me rappelle, c'était du coup mon troisième stage de première année, un service d'entrée en psychiatrie. Honnêtement j'avais énormément d'a priori, j'étais mais qu'est-ce que ça va être, ils vont tous être fous, enfin, voilà, c'est ce genre de préjugés qu'on a en plus en première année on fait pas beaucoup de psychiatrie, on connaît pas grand chose, enfin bref. Donc c'était vraiment quelque chose d'hyper abstrait pour moi, et en vrai ça s'est très bien passé. Je n'ai pas spécialement aimé ce stage, parce que j'aime pas la psychiatrie dans le sens où j'aimerais pas y travailler, mais le stage en lui-même s'est très bien passé et il n'y a pas eu de soucis par rapport à quoi que ce soit. Donc la psychiatrie, moi, le conseil que je donne, c'est de partir avec zéro a priori et de se laisser porter et de voir sur place. Il faut pas appréhender, il faut vraiment voir sur place. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais bon. Rebecca, des conseils pour un stage pré-pro en réa quand on n'a pas eu de stage très pratique ni d'urgence. Alors, on a fait une vidéo avec un homme en blanc là-dessus que je t'invite à aller voir parce qu'elle dure 10 minutes et que je vais pas passer 10 minutes sur cette question-là, mais est-ce que je peux te répondre? Elle est sur ma chaîne, tu pourras aller la voir, ça se trouve, tu l'as peut-être déjà vu. Les conseils que j'ai à te donner, c'est si t'as un stage pré-pro en réa et que t'as pas eu des stages très pratiques ni d'urgence avant, bah c'est justement l'occasion de compléter, on va dire, ce bagage de connaissances avec cette petite pièce qui te manque de gestes techniques, etc. Donc vraiment, profite à fond de ce stage-là, pose un maximum de questions et fonce sur
tous les gestes techniques que tu peux faire, parce que c'est important. Là, on s'en fout, on parle plus du portfolio, on parle plus de valider des trucs et tout ça pour le stage pré-pro, on parle de ta vie professionnelle et tu seras plus à l'aise en ayant fait des gestes techniques. Tout en sachant qu'il y a certains gestes techniques qu'en réa, tu ne feras pas. Moi, par exemple, j'ai fait aussi mon stage pré-pro en réa et j'ai fait mon premier poste aux urgences. J'avais quasiment jamais posé de cathlon parce que c'est pas en réa où tu poses le plus de cathlon. C'est vraiment aux urgences où tu le fais le plus. Donc, de toute façon, on part du principe que tu pourras toujours apprendre plus tard, en étant professionnel. Donc, en conseil, moi, je te dirais de profiter. Le stage pré-professionnel, c'est un des stages les plus importants parce que c'est celui où tu as tous les outils pour être comme si tu étais déjà professionnel. Donc c'est hyper important de te mettre dans la peau et de dire que ça y est, là, mon stage pré-professionnel, il faut que je m'imagine que dans quelques semaines, dans cette équipe-là, je ferai partie des infirmiers du staff, en gros, enfin, de l'équipe. Donc ça, c'est mon meilleur conseil, de te mettre vraiment dans la peau du professionnel et d'essayer de t'abreuver de tout ce que tu peux apprendre le plus possible pour pouvoir, derrière, le rebalancer quand tu seras professionnel. J'entends beaucoup parler de maltraitance durant les stages. Est-ce que ce fut le cas pour toi ou pour des amis à toi? Donc, là aussi, je vais renvoyer une autre demi-vidéo parce que, en fait, c'est pour compléter un petit peu ce que je vais te répondre là, mais je vais te répondre. J'ai fait une vidéo en expliquant mon parcours professionnel depuis le lycée et j'explique, je détaille chacun de mes stages en disant ceux qui sont bien passés et ceux qui sont mal passés. Et donc, du coup, mon tout premier stage qui s'est réalisé en EHPAD, c'est pas bien passé du tout parce que, alors je vous ai dit, j'avouais, j'étais immature du lycée, etc. Mais j'ai aussi été encadré par une infirmière qui était une ancienne AS et qui n'a pas eu le droit de reprendre des élèves pendant 2 ans après m'avoir encadré. Parce qu'elle était tyrannique. Hein. Quand tu dis qu'il y a de la maltraitance, c'était de la pure maltraitance. La façon dont elle me parlait, la façon dont elle m'évaluait, le fait qu'elle ne me validait aucune compétence parce que la démarche n'était pas celle qu'elle attendait, alors que c'était une démarche derrière qui avait été validée par mes formateurs, etc. Bref. Et donc, du coup, vraiment, c'était quelque chose de compliqué. Donc, oui, je confirme, il y a de la maltraitance dans les stages. Après, moi, vraiment, du coup, en tant que professionnel, j'essaie de faire la chasse à ça aussi, pas même par rapport à mes collègues, etc. Mais honnêtement, par exemple, dans le service où je travaille, je n'ai jamais vu de maltraitance avec des étudiants. Mais ça existe, et pour ça, il y a les formateurs qui sont présents, et notamment, vous aurez tous un formateur référent à l'IFSI, et ils sont là pour... Ils sont là pour vous accompagner et il ne faut absolument pas hésiter à leur parler. Ils sont vraiment là pour ça. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, si jamais vous avez un stage qui se passe mal, il ne faut vraiment pas hésiter à vous rapprocher de votre équipe d'encadrement. C'est quelque chose qui est important. Voilà. Et c'est le... Après, il va y avoir des encadrants qui ne vont pas forcément vous répondre, etc. Il faut toujours ne pas vous laisser faire. N'oubliez pas que si vous savez au fond de vous que vous avez fait quelque chose de mal, vous essayez de le corriger. Si vous avez vraiment l'intime conviction que c'est du harcèlement pur et dur, il faut vraiment voir avec vos formateurs. Il y a des comptes partout et les comptes dans les équipes soignantes, ça fait du ravage. Et surtout quand ils encadrent des étudiants. Est-ce qu'il y a de la chimie en IFSI ? Alors, pas de la chimie pure, mais il y a de la chimie quand on parle de l'équilibre acido-basique, par exemple. Là, c'est de la chimie, mais de la chimie de base, quoi. Alors, processus obstructif, ça parle de quoi concrètement? Ça va parler de toutes les pathologies où il y a des bouchons, en gros, pour faire le résumé. Donc, tout ce qui est AVC, tout ce qui est infarctus, tout ce qui est syndrome occlusif. Enfin bref, c'est vraiment, ils ont réuni dans une lieu toutes les maladies où il y a quelque chose qui bouge à un endroit donné. Donc, c'est assez simple de mettre de faire une famille comme ça. Vous allez vraiment retrouver plein de pathos. Mais le truc, c'est que vous allez trouver dedans des pathos cardiaques, des pathos DIGE, des pathos neuro. Enfin bref, il va y avoir un peu de tout. Donc voilà. Voilà pour te répondre. Ensuite, autre question. Pauline nous demandait comment s'est déroulée ta première prise de poste en tant qu'infirmier. Je vais rejoindre avec ce que j'avais dit tout à l'heure avec la question de Léa. Non, pas de Léa, de Rebecca. Pour un stage pré-pro, mais après, du coup, ça ressemble un petit peu au premier poste.
Ma prise de poste, donc c'était aux urgences pédiatriques à Paris, et j'ai été doublé 4 semaines. Ça, c'est l'avantage à Paris, c'est qu'on est quand même doublé assez longtemps. C'est quelque chose qui est important pour se sentir à l'aise. Donc, ma prise de poste, j'étais encadré par une équipe qui était absolument géniale. On est beaucoup de jeunes dans les équipes de Paris, donc c'était super cool. J'ai pu voir pas mal de choses. Enfin, c'était vraiment très bien fait, mon encadrement, et je remercierais mes tutrices de m'avoir lancé là-dedans. Et après, en fait, une fois que t'es lâché, bah t'es lâché dans le sens propre du terme, t'es lancé dans le grand bain. Et donc, au début, tu flippes. Hein. Moi, je me rappellerai toujours de mon premier jour où je m'étais dit, putain, mais là, je vais perfuser tout seul des enfants, en fait. Et en fait, très vite, tu te rends compte que ça va. Et puis, tu t'y fais. Après, en fait, c'est compliqué. Moi, ça remontait il y a 3 ans. J'aurais pu mieux t'en parler il y a 3 ans. Mais après, ma prise de poste, elle s'est hyper bien passée. Et j'ai eu de la chance là-dessus. Et après, ça a roulé. Après, j'ai changé de service. Et j'ai dû me faire réintégrer de moi. Parce que à chaque changement de service, ça se passe comme ça. Le doublage, comme on appelle ça. Et du coup, à chaque fois, c'est un peu une nouvelle aventure et tout, mais c'est aussi quelque chose qui est stimulant pour se remettre toujours en question et pas rester dans un service et rester sur ses acquis, etc. Je souhaite faire de la réa ou urgence, mais j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Alors, ça, c'est une phrase que j'entends souvent. Et c'est dommage parce qu'il faut pas se sous-estimer comme ça, dans le sens où il n'y a pas d'être assez bien pour. C'est pas d'être à la hauteur, c'est une question de profil, c'est une question est-ce que tu te sens d'aller à réa. Faut pas que ce soit un défi personnel, en mode faut pas que tu vois la réa ou les urgences comme un sommet de quelque chose, tu vois. C'est pas le summum de ce que tu peux faire, c'est ton profil à toi, c'est est-ce que tu as envie de le faire, et si tu as envie de le faire, que tu aies confiance en toi ou que tu n'aies pas confiance en toi, il faut que tu le fasses, parce que le jour J, quand tu seras face à une situation d'urgence, t'auras tes connaissances, t'auras ton expérience, t'auras des collègues pour t'encadrer, tu sauras faire. C'est vraiment quelque chose que ça j'aime pas l'entendre. C'est des étudiants qui se rabaissent comme ça parce qu'il n'y a pas des personnes qui sont capables et des personnes qui ne sont pas capables de travailler en réanimation. En réanimation, on a tous les profils. Hein. On a des profils des personnes qui sont pas forcément hyper réactives. On a des personnes qui sont hyper intéressées par ce qu'elles font, des personnes qui le sont moins, des personnes qui sont timides, des personnes qui ont absolument pas confiance en elles et des personnes qui sont excellentes dans tout ce qu'elles font, mais des personnes qui ont un boulard énorme. Enfin bref, il y a de tout. Il y a absolument de tout. Et c'est ce qui fait un service hospitalier. Donc non, il n'y a pas de profil type pour travailler en réa. Et il n'y a surtout pas de est-ce que je serai à la hauteur. C'est tu vas être encadré, on va pas te demander, on va te demander de faire tes preuves, oui, mais on va pas te demander d'être au top tout de suite. Ça va vraiment au fur et à mesure, donc on te reprochera jamais rien, tu vas apprendre, et ensuite tu verras si le service te plaît, et c'est ça le plus important. Si ça te plaît pas, et que tu sens que ça le fait pas, et que ça ne correspond pas à ton caractère, là il faut changer. Mais il faut pas que tu te dises, avant d'y aller, que tu ne vas pas être à la hauteur. Ça, tu le verras que sur place si le service te correspond ou pas. Cédie nous dit ça a l'air moins lourd que le processus traumatique, donc en parlant des processus obstructifs. Processus traumatique, je me rappelle pas, ça m'a pas traumatisé les processus traumatiques, j'en garde peu de souvenirs, donc c'est que ça a été. Moi, effectivement, le processus tumoraux, pour le coup, c'est un de mes pires cauchemars. Ou psychopathologie, ça aussi j'avais moyennement aimé. Dans les promos IFSI, les personnes en reconversion pro sont en nombre, compliqué pour eux les études d'inf. C'est une super question de Benjamin. Il y a toujours, moi il y avait, j'étais dans une promo de 70, donc un petit IFSI. Il devait y avoir une dizaine de mamans, comme on les appelle, donc des personnes ah non, tu parles pas, non. En reconversion pro. Moi, j'étais sur les formations professionnelles. J'ai des personnes dans mon IFSI aussi qui étaient en formation pro, qui avaient fait du commerce avant, un qui avait fait quelque chose qui avait rien à voir. Enfin ouais, j'avais pas mal de personnes qui n'avaient fait rien à voir. Oui, il y en a plusieurs, et ça se passe bien en général, ça se passe très bien pour eux. Bon, si c'est des personnes qui n'ont pas fait de séance depuis un moment, ça va être les séances qui vont être le plus dur pour elles. Mais c'est hyper intéressant. Moi, j'avais quelqu'un dans ma promo qui était dans le commerce avant, et
et qui était du coup très très fort en communication et en sociaux, et dans les travaux de groupe, c'était génial quand on devait rendre des travaux de groupe, d'avoir quelqu'un comme ça qui avait l'habitude des brainstorming, ce genre de trucs et tout. Ça apporte une plus-value de ouf d'avoir des promos qui sont hétéroclites, et non seulement par rapport à l'âge, mais par rapport à l'expérience d'avant, ça apporte vraiment quelque chose de ouf, et c'est hyper intéressant. Donc non, les reconversions pro, déjà, pour moi, c'est des personnes qui sont extrêmement courageuses, et ça aussi pour les formations professionnelles, parce qu'en général, c'est des personnes qui ont déjà fait des études avant et qui se relancent dans 3 ans d'études, et des études qui sont pas forcément simples non plus en termes de charge de travail, mais surtout d'investissement. Ça demande pas mal d'investissement, l'école d'infirmier, quand même. Donc, je dirais pas compliqué, je dirais que c'est courageux, et je dirais qu'ils partent avec aussi une maturité que n'ont pas les personnes qui sortent du lycée. Et ça, ce sera un avantage dans tous les stages. La position professionnelle, d'autant plus pour les personnes qui travaillent dans le commerce, le côté professionnel, ils l'ont. Ils ont d'ailleurs des fois fait des bacs professionnels avant. Donc la position professionnelle, ils l'ont. Donc ça, c'est un avantage comparé à ceux qui sortent du lycée. Voilà, j'espère que je réponds à ta question. Le SMUR, ça se tente en tant que futur anesthésiste, ou tu préfères rester au bloc et continuer en fin de carrière, devenir formateur? Tu assures à coup sûr, mais c'est très gentil. Oui, bien sûr que j'ai envie de faire du SMUR en tant qu'IAD, et je vous tiendrai au courant dans les stories et peut-être dans d'autres lives, mais là je passe un entretien cette semaine pour mon financement professionnel, et donc du coup pour signer en fait, pour être financé pour être financé mes études, mais du coup m'engager à aller travailler dans un groupement d'hôpitaux de Paris après mes études. Et ces hôpitaux-là ont des postes 50% SAMU, 50% bloc. Et ça, pour moi, c'est l'idéal. C'est vraiment ce que j'ai envie de faire. C'est vraiment ça qui me botte. C'est pas de faire que du bloc. Pas non plus faire que du SAMU, parce que ça peut avoir un côté où tu te reposes sur tes lauriers et tout, alors que le bloc, c'est très formateur pour certaines choses. Mais j'ai pas envie de m'enfermer pour un bloc, donc le 50-50, qui est prévu à la base, hein, c'est comme ça qu'est vu le métier d'IAD à la base. Maintenant, avec budgétairement parlant et tout ça, on y revient. Mais c'est ça à la base. Donc moi, c'est vraiment ce qui me tente, quoi. Tout simplement. Et formateur, oui, bien sûr que je l'envisage. Oui, parce que j'aime tellement donner des cours, partager ce que j'apprends et apprendre toujours plus pour le partager. Et puis mon père est prof, donc je pense que j'ai un peu de génétique du prof en moi. Donc oui, plus tard, j'aimerais beaucoup enseigner. Après, je sais pas, peut-être plus en école d'IAD pour le coup, mais en fin de carrière, hein, pour le coup. Vraiment... après 50 ans, quoi, peut-être. Et encore, pour moi, pour faire formateur, il faut avoir de la bouteille. Les pires formateurs que j'ai eus, c'était des formateurs qui avaient le pire, c'est ceux qui ont fait 3 ans inf ou 5 ans inf, et après qui ont fait que cadre, et qui ont fait genre 5 ans cadre, et qui après sont passés formateurs. Genre pour moi, un formateur pur, hein, je parle de ceux qui ne font que de la formation, il doit avoir de la bouteille avant de pouvoir enseigner, tout simplement, parce que sinon il est très vite à la rue, les techniques de son elles changent tout le temps, donc non, il faut avoir croqué avant de pouvoir enseigner, pour moi. Et après voilà, moi je pourrais déjà, j'ai juste pas le temps, mais je pourrais donner ponctuellement des cours dans les IFSI, ça va arriver peut-être, hein, c'est quelque chose que je vais sans doute faire pendant mes études là, pendant mes études d'école d'IAD. Et donc, ceux qui sont dans les IFSI parisiens, je passerai peut-être vous faire un coucou. Y a-t-il de la pratique en première d'IFSI hormis les stages? Ouais, il y a de la pratique pour les toilettes, pour les mobilisations de patients, ce qu'on appelle l'ergo... je sais plus, comment bouger des patients sans se faire mal, ce genre de truc, donc c'est quand même hyper important. Il y a prise de tension, et je crois qu'il y a la VGSU. La VGSU, tout simplement, attestation de formation aux soins d'urgence de niveau 2, donc vous passez en fin de première année, et normalement vous revalidez le module en 3e année pour qu'il soit valable 5 ans. Donc ça, c'est le côté pratique. Après, il y a aussi la préparation, il y a les prises de sang, pose de cathéter, il n'y a pas, je crois, et préparation de perfusion. Donc ouais, il y a quand même de la pratique. Réflexion de pansement, effectivement, nous dit Clotilde, oui, tout à fait. Tout à fait. Bah de rien, Benjamin, avec plaisir. Et puis si tu es en formation, si tu es en reconversion pro, bah force à toi et bienvenue dans l'aventure. C'est cool que tu te lances là-dedans. Vraiment, je trouve ça cool. Y a-t-il de meilleurs ou de moins bons ici, ou plus ou moins bien formés? Oui, bien sûr, parce que ça dépend de l'équipe de formation, ça dépend du programme. Par exemple, il y a des IFSI comme le mien, mais ça c'est
c'est un point négatif si tu veux faire de la pédiatrie, mais dans le mien, on a fait 0 pédiatrie. Je pense qu'il y a dû avoir une fois mentionné un enfant et c'était par un médecin qui venait faire un cours. C'était pas du tout par les formateurs. Donc, voilà, après, voilà, il y a des IFSI qui accompagnent plus les étudiants, d'autres qui font beaucoup de cours à la fac, et du coup, il n'y a pas beaucoup de suivi des étudiants. Il y a des IFSI avec des meilleurs terrains de stage que d'autres. Ouais, il faut se renseigner un petit peu, et d'ailleurs, je t'invite à aller voir mon Discord qui est consacré à ça, où dedans, il y a un truc avec un salon Parcoursup où tu peux échanger sur les différents IFSI, etc. Et voilà, et oui, comme disait Clotilde, il y a certains IFC avec un mannequin. Nous, on avait un mannequin haute fidélité, c'était assez cool. Bon, en vrai, il a jamais vraiment servi parce qu'on n'avait pas lancé... on venait de l'avoir et tout ça, donc moi, je m'en suis jamais vraiment servi, mais oui, il y a des trucs... Alors, attendez, je vous balance tout de suite le lien du Discord. 2 petites secondes. Touk. Invitation. Tac. Tac, je vous mets ça dans le chat immédiatement. Et dedans, vous serez au courant aussi de toutes les vidéos que je sors au fur et à mesure, etc. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et voilà. Qu'est-ce que je disais ? Clotilde, tu dois être toi en tant que formateur. Bah merci, je ne sais pas du tout, j'ai jamais fait, mais j'aimerais beaucoup. Et c'est aussi quelque chose que j'aimerais beaucoup, c'est donner des espèces de mini-conférences avec, par exemple, Jules ou Anne, ou ce genre de personnes, donc des internes en médecine, sur différents sujets. Il y a par exemple quelque chose que j'aimerais beaucoup faire avec Jules, donc Pedurge sur Instagram, c'est une conférence pour dédramatiser la PED et expliquer que c'est pas si dur et donner des petits outils pour s'en sortir en pédiatrie. Voilà. Voilà, je vous balance un projet. Alors, j'ai déjà bossé en secteur. Qu'est-ce que tu appelles secteur ? En psychiatrie, tu veux dire, Amandine ? Vas-y, reprécise et je reprends ta question après. Comment as-tu appris que tu étais diplômé ? Bah, on a eu les résultats, on allait les consulter, je crois, sur place, on les avait en ligne. Moi, je crois que j'ai fait mon flemmard, et du coup, je les ai consultés en ligne au lieu d'aller à l'IFSI, et voilà. Et après, t'as un premier papier, en fait. T'as pas du tout ton diplôme tout de suite, hein. T'as... Ah, je te réponds après, Amandine. Tac. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, tu reçois le papier. En gros, t'as un mot de ta direction qui te promet que, en gros, qui s'engage en tant que directrice d'IFSI à dire que t'es diplômé. Ensuite, tu reçois une lettre de l'ARS comme quoi t'es diplômé. Et ton diplôme, tu ne le reçois qu'après. C'est comme le bac, tu le reçois beaucoup plus tard. Mais le papier te sert déjà de preuve pour ton employeur en disant que t'es diplômé. Et mon premier jour en tant qu'infirmier, donc je me rappelle qu'il faisait très très chaud, c'était le 1er août 2017, pour être très exact, donc aux urgences pédiatriques toujours. Et je me rappelle que je stressais tellement que j'étais arrivé complètement ruisselant dans le service. Et mon premier jour, j'ai fait que de l'observation, et déjà rien que pour connaître les locaux d'un service, c'est hyper compliqué. J'étais complètement perdu, ça va être le premier truc, savoir te repérer le matériel, repérer qui est qui, ce genre de choses. C'est vrai que c'est un peu complexe au début, mais bon, ça vient au fur et à mesure. Secteur hospitalier, pas au bloc. Alors moi, j'ai jamais travaillé au bloc, hein. J'ai travaillé qu'aux urgences et en réanimation PED. Pour l'instant, j'ai jamais fait de bloc. Et mes stages, je les ai jamais fait au bloc non plus. Je les ai fait en pneumo, en cardio, en réa, en soins de réhabilitation respiratoire, psychiatrie, EHPAD, voilà. Donc, j'ai jamais fait de stage au bloc. En entrant en l'IFSI, tu savais déjà vers quel service te diriger. Alors, en entrant à l'IFSI, attendez, je bois. En entrant à l'IFSI, j'avais déjà l'envie de faire IAD à ce moment-là. Donc, en fait, moi, ce qui m'intéressait dans le métier d'infirmier, c'était vraiment le côté urgence, etc. Enfin, que ce soit en réanimation, aux urgences, au SAMU,
ce genre de choses. Donc je savais déjà que j'aimerais bien faire mon stage pré-pro en réa, et j'ai essayé aussi de faire un maximum de stages en cardiovasculaire, donc en pneumo et en cardio, pour avoir des bonnes bases. Et c'est ce que j'ai fait du coup un stage en pneumo, un stage en soins intensifs cardio, un soin en réhabilitation respi, donc beaucoup de respi. Et pour finir par de la réa, donc il y a un peu tout. En plus, c'était une réa polyvalente, donc j'ai pu faire un peu de chien en même temps. Et ça, c'était cool parce que j'en avais jamais fait. Et donc, du coup, oui, je savais qu'en sortant de l'IFSI, il fallait que je fasse soit de la réa, soit des urges pour pouvoir faire IAD. Enfin, c'était le parcours type. Et j'ai voulu faire des urgences d'abord avant de faire de la réa parce que j'avais fait de la réa en pré-pro et que je voulais me mettre un petit challenge. Et puis je me voyais pas commencer par de la réa pédiatrique sans avoir vu de la péd autrement que en réa. Donc j'ai commencé avec des urgences. Et pour moi, les urgences étaient hyper formateurs sur le plan clinique et tout ça. Donc c'était vraiment ouf et je ne regretterai jamais d'être passé par les urgences parce que pour moi, c'est une des meilleures écoles en termes de clinique, de gestes techniques et tout ça. Et du coup, la logique, c'était que j'aille en réa, et c'est ce que j'ai fait au bout de 18 mois, j'ai changé de service, donc là, j'y suis depuis mars 2019, donc ça fait un an et quelques mois. Et du coup, donc j'ai mes 3 ans d'expérience, et du coup, j'ai pu passer les concours cette année, et je rentre en école en septembre, donc je quitte la réa courant septembre. Et j'aurais fait que de la PED pendant mon parcours pro, alors que j'en ai jamais fait l'IFSI. Ce qui là aussi est stratégique parce que déjà j'ai adoré ça, alors qu'à la base je pensais pas du tout. C'était vraiment stratégique à la base pour faire une plus-value pour le concours IAD et pour le parcours pro et tout ça. Et en fait j'ai tellement adoré la PED que si je pouvais continuer à faire de la PED en tant qu'IAD, je le ferais. Et du coup, et la pédiatrie est une plus-value parce qu'en général, les IAD qui en plus ont fait de la PED avant, c'est mieux pour être recrutés, etc. Notamment pour des SAMU qui sont polyvalents et qui font à la fois de l'adulte et de la PED. C'est mieux d'avoir vu de la PED avant que de se former sur le terrain. Donc c'est d'ailleurs les arguments que je vais appuyer au cours de mon entretien pour mon financement mercredi, le fait que j'ai fait 3 ans de pédiatrie et que donc j'ai des outils en plus par rapport à quelqu'un qui n'aurait pas fait de pédiatrie. Hein. Le but c'est de se vendre, hein, donc ça va être clairement ça, mes arguments. Comment as-tu réagi émotionnellement face à ton premier arrêt cardio-respiratoire en réa? Mon premier arrêt cardio-respiratoire, c'était pas en réa. C'était en cardio. Et ça remonte à très longtemps. Enfin, très longtemps, à 5 ans, quoi. En gros, 5-6 ans. Et je me rappelle que c'était... En fait, oui, la première fois que tu le vois, ça fait toujours quelque chose, vraiment quelque chose, parce que tu vois ce qui se passe dans les films, ou tu vois ce que tu passes des heures à t'entraîner en secouriste, parce que moi, j'étais pompier à côté et tout. Tu le vois en vrai, c'est quelque chose qui est impressionnant. Et en plus, c'était dans un service où, pas comme de la réa, qui font pas des arrêts cardiaques toutes les 2 semaines, comme ça peut être le cas en réa, donc qui n'ont pas forcément l'habitude, etc. Donc après, j'en ai vu en réa, et c'est vrai que c'est complètement différent de voir un arrêt cardiaque dans un service et de voir un arrêt cardiaque dans la réa. C'est complètement différent. Et émotionnellement, je l'avais bien vécu. C'est pas... Le premier, ça s'est bien passé parce que le patient, il était déjà en fin de vie et tout ça. Enfin, on savait que, on ferait pas grand-chose. Tu vois, je sais pas si t'étais là sur un des lives où je parlais de la gestion des émotions en tant que soignant. Et je disais que moi, le pire décès que j'ai fait et la pire réa que j'ai faite, c'était récemment, c'était en mars pendant le Covid, où j'avais fait une réa qui était horrible, et c'est celle qui me l'aura le plus marqué, hein, que ce soit en tant qu'étudiant ou en tant que professionnel. Et pourtant, c'est loin d'être le premier patient que je masse. Et donc, j'ai vu pas mal d'arrêts, parce que moi, je suis hyper chat noir, donc j'ai vu des arrêts, j'en ai vu pas mal. Mais le plus impressionnant, je l'ai vécu il y a quelques mois. Donc, quelques semaines même, c'était vraiment en mars ou avril. Donc voilà, c'est pas forcément le premier qui marque le plus. Et ça, faut faire attention. C'est pas parce qu'on a vu un arrêt cardiaque que tous les autres ne vont pas nous marquer émotionnellement. Est-ce que la relation avec les médecins, ça se passe bien? Est-ce que vous vous sentez considéré? Alors, c'est intéressant comme question, et c'est aussi quelque chose que j'avais abordé dans des lives avec Dr Muse sur la relation entre médecins et infirmiers. Oui, en fait, j'ai la chance de travailler, et pour avoir fait des stages dans d'autres services, j'ai la chance de travailler dans des services où on est hyper proche des médecins. Parce que les médecins, ils le disent eux-mêmes. Salut Clément. Ils le disent eux-mêmes, ils peuvent pas se passer de nous en réa. Je sais pas personne ne peut se passer de nous.
Mais en réa, on travaille tout le temps avec eux. Quand ils font des gardes 24 heures, on les voit 12 heures sur 24. C'est aussi les services, on va être les plus proches des internes. Donc les relations avec les médecins, moi j'ai adoré. Mais aux urgences, ça m'est arrivé plus de fois de me fighter, mais en réa, je m'ai jamais arrivé de me fighter vraiment avec un médecin. Ça m'est arrivé d'avoir des désaccords et de remettre un médecin à sa place ou qu'un médecin me remette à ma place, c'est tout à fait normal. Mais ça ne m'est jamais arrivé d'être en conflit direct avec des médecins. Donc c'est des services où globalement on est considéré, oui, parce qu'on est proche des médecins, on est très autonome sur beaucoup de choses et on est tout le temps avec les médecins en fait dans la journée, on bosse tout le temps avec eux, ils nous demandent tout le temps des choses, on leur demande tout le temps des choses, c'est un échange constant, donc ça peut que bien se passer. Dans des services où, comme la pneumologie où on voyait les médecins qui nous regardaient de haut et qu'on les voyait une fois dans la journée et qui nous balançaient les pressions informatiques et qu'on n'avait aucun contact, là c'était beaucoup plus compliqué et je détestais ça. Et maintenant, là vous me remettez dans un service où ça se passe comme ça, mais ça se passera très très mal parce que j'enverrai chier les médecins, mais comme les médecins qui se prennent pour de la merde comme ça, voilà. Et c'est d'ailleurs ce qu'on m'a toujours dit, c'est que au bloc, je vais sans doute avoir du mal avec certains chirurgiens. Mais ça se passera très bien avec les médecins anesthésistes réanimateurs parce qu'encore une fois, c'est du binôme et que la relation entre le MAR et l'IAD se passe toujours très bien. Par contre, le chir, il aura pas intérêt à me casser les couilles parce que je vais pas me laisser faire par un putain de chirurgien. Et ça, voilà, bon, c'est peut-être un défaut de ma part, hein. Mais oui, on est bien considéré dans ce genre de service. Voilà. Voilà. Alors, d'autres questions. Touk. Ah, mais en fait, il y a beaucoup de questions qui se reposent, À partir de quand tu commences à postuler en 3e année? Très bonne question également. Nous, on a commencé à postuler en février, je crois. En février, j'ai eu mon entretien en avril, et j'ai eu ma réponse en avril, tout simplement. Donc du coup, c'est assez rapide. Il faut pas hésiter à postuler assez tôt, notamment sur Paris, parce que les recrutements se font assez tôt. Ils essaient d'anticiper au maximum. Vous n'avez pas besoin d'être diplômé pour postuler. Vous n'avez pas besoin d'être diplômé pour avoir une promesse de poste. Moi, j'avais un papier de signé où il fallait que j'obtienne mon diplôme. Mais si j'obtenais mon diplôme, j'avais déjà mon badge, que j'avais pas mon diplôme. J'avais déjà mon badge professionnel. Donc voilà. Donc, faut postuler dès février, envoyer un maximum d'endroits, lettre de motivation CV, la base, quoi. Et pour vous donner une idée de où vous voudrez bosser plus tard. À Paris, c'est assez facile de postuler des endroits. Moi, dans la réa où je travaille, il y a des places tout le temps, donc voilà. Ça tombe bien, je suis en 4e année de médecine et c'est Dr Miss qui m'a fait te connaître. Ah, trop bien, bah, bienvenue Amandine. En cardio, je trouve qu'il n'y a pas une très bonne relation avec les infs et c'est trop dommage. Et bah ouais, en fait, ça va beaucoup dépendre des lieux des services, tout simplement. Pardon. Des lieux, parce que moi j'ai fait de la cardio et ça se passait très bien, j'avais des cardiologues qui étaient un peu plus imbus de leur personne que d'autres, mais en fait la majorité des cardios étaient venus nous faire des cours à l'IFSI et ça s'est trop bien passé. Moi je me rappelle, c'était un cardio qui était exceptionnel, mais qui m'avait fait un cours sur une échographie pendant une demi-heure au point que la patiente s'était endormie pendant l'échographie et il m'expliquait tout et c'était passionnant et c'était vraiment génial, enfin vraiment. Donc après, et ça, ce genre de médecin, j'adore ceux qui partagent leur savoir, à qui tu peux poser des questions et tout ça, c'est trop top. Donc Amandine, je compte sur toi pour être quelqu'un comme ça plus tard. Mais là voilà, quand je pense les cardios dont tu parles, c'est des cardios de l'ancienne génération et pas de la nouvelle génération dont tu vas faire partie, Amandine. Où moi, quasiment chaque vague d'internes qui arrive, je me fais des potes. Dans mon comité de relecture pour mes vidéos, il y a une interne il y a 2 semestres, hein, et on est devenus vraiment potes et à chaque fois, je m'éclate avec les internes. Enfin, on se charrie, on bosse ensemble, enfin en même temps on vit tellement des situations de ouf avec les médecins et les internes qu'on peut au final, ça crée forcément des liens, c'est quelque chose qui crée forcément des liens, donc ouais, c'est dommage Amandine s'il n'y a pas des bonnes ententes. Après
Attention, ça ne vient pas que des médecins. Là, j'ai parlé des médecins qui étaient imbus de leur personne, mais il y a aussi des salopes. Putain, ça va pas passer sur YouTube, ça. Il y a aussi des grosses connasses parmi les infirmières qui sont complètement frustrées de soit de pas avoir fait médecine, soit que le médecin ait une responsabilité au-dessus de la leur, ce genre de choses. Donc il y a aussi des fois les infirmiers qui jouent là-dedans, et ça... Et ça, elles peuvent s'en prendre qu'à elles-mêmes, et elles participent, comme les médecins qui sont imbus de leur personne, à la mauvaise entente entre les infirmiers et les médecins. Et ça, pour moi, c'est délétère. Ah ouais, c'est sorti du fond du cœur. Je suis désolé, mais ça m'insupporte de voir... Quand j'ai des potes qui ont été encadrés pour leur stage qu'ils sont obligés de faire avec les infirmiers. Là, mon meilleur pote, il était encadré pour le stage infirmier que vous devez faire, Amandine, là, après la P1. Putain, mais il y en a qui parlaient trop mal, aux étudiants en médecine juste parce que c'était des étudiants en médecine. Et j'ai envie de le dire, mais meuf, c'est à cause de ça que derrière, le médecin, il va te tacler parce que tu lui as fait subir ça pendant ses études. Mais forcément que, voilà, c'est comme je ne supportais pas aux urgences, et ça se perdait parce qu'avant on les connaissait, c'est les infirmiers qui disaient, je m'en fous de pas connaître leurs prénoms, ils sont trop nombreux. Mais ta gueule, en fait. Enfin, si tu bosses avec eux, tu vas leur demander des choses tous les jours, tu vas forcément devoir interagir avec eux. Tu vas les appeler comment? Tu vas te retrouver comme un con. C'est la base en fait d'une relation qui se passe bien, ne serait-ce que de connaître les prénoms. Donc je ne supporte pas ça. Et ça, pour le coup, à l'inverse, je trouve que les médecins retiennent bien les prénoms parce que quand ils ont besoin de nous, ils nous appellent par les prénoms. Donc voilà, c'est plein de petites choses qui doivent venir des deux côtés et qui sont en train de s'améliorer, vraiment. Et ça s'améliore encore plus rapidement dans des services comme la réa et les urgences, où on a un cran d'avance dans le sens où on a une situation qui fait qu'on est plus proche des médecins et inversement. Et là, je vois, Amandine, que tu dis que dans le stage d'infirmier, on se fait défoncer par certaines infs. Je trouve ça totalement inadmissible. Et j'ai envie de fracasser les infs qui font ça parce que vous venez là pour découvrir et c'est votre premier stage à l'hôpital. Vous ne connaissez absolument rien et c'est vraiment moi, ça m'est arrivé une fois et je me suis éclaté et j'ai fait faire plein de soins à la personne en mode... c'est un des rares moments où aussi pendant l'externat vous allez pouvoir faire des soins infirmiers, donc c'est le moment où l'infirmier justement il peut montrer son taf en fait, il peut montrer ce qu'il fait aux étudiants en médecine, et derrière les étudiants en médecine ils vont s'intéresser et du coup forcément ça crée un lien. Donc pour moi c'est hyper important, mais encore une fois ça dépend des lieux, ça dépend des personnes, il faut pas faire de généralité dans quoi que ce soit. Tac. Du coup, je suis resté beaucoup là-dessus, Amandine. Annelise, peux-tu nous raconter ta première journée en tant qu'IDE? Alors, je l'ai déjà raconté plus tôt, et si t'étais pas là, je t'invite à regarder le récap du live, parce que pour ceux qui l'ont déjà écouté, je veux pas faire de redites. Est-ce qu'en stage, tu peux être amené à faire des nuits? Oui, tout à fait, et je conseille vraiment, vraiment d'en faire pendant ces études. Tout simplement pour voir si on tolère les nuits ou pas. Il faut s'entraîner à faire des nuits, il faut vivre la nuit, parce que, je suis désolé de vous le dire, mais vous serez amené à en faire dans tous les cas en étant diplômé. C'est quasi obligé, vous n'aurez pas le choix. Ça se perd de plus en plus des équipes fixes de nuit et fixes de jour, et d'ailleurs ça arrive beaucoup qu'il y ait des postes que de fixes de nuit pour les rares postes de fixes de nuit qui existent. Donc voilà. En troisième année, tu peux déjà postuler pour ton poste. Oui, bien sûr, comme je l'ai dit, tu peux déjà postuler. J'ai lu récemment que alors je vois juste qu'on peut faire des nuits même en première année, c'est une très bonne question, mais je ne crois pas. Je crois que vaut mieux attendre la deuxième année de toute façon pour en faire, c'est plus intéressant. J'ai lu récemment que la spécialité IBOD pourrait s'enchaîner après l'IFSI, tu penses que ça pourrait se faire pour la spécialité IAD? Non, il ne faut surtout pas. Je suis surtout contre ça. Alors, IBOD, ça se discute, parce que pour moi, ça va être la même argumentation de pourquoi, pour moi, il faut une expérience professionnelle avant de faire IAD, c'est qu'il faut... alors, encore plus en tant qu'IAD, je pense, mais je ne m'y connais pas trop en ce pays IBOD, donc je ne veux pas dire de conneries. Mais c'est bien de ne pas passer un diplôme. Attention, quand tu te spécialises, tu changes directement de truc. Tu viens à peine d'obtenir ton diplôme que tu n'as pas vécu ton diplôme. C'est pas parce que tu obtiens ton diplôme que tu es infirmier. Tu deviens infirmier en travaillant. Et pour moi, pour faire ces spécialités-là, il faut avoir bossé avant. Encore une fois, il faut avoir croqué avant en tant qu'infirmier. Il faut avoir appréhendé ce que c'est le métier d'infirmier pour pouvoir être bon dans ta spécialité.
Et pour IAD, encore plus. Et pour IAD, pour moi, ça ne passera jamais, parce que les 3 ans d'expérience sont trop importantes pour ça. Il faut... Un IAD, c'est l'IAD qu'on appelle quand il faut perfuser. Il faut avoir perfusé pendant 3 ans. Et ça, c'est pas pendant tes années de lycée que tu le fais, c'est pas pendant l'école d'IAD que tu le fais. Il faut arriver à l'école d'IAD en sachant très bien perfuser. Il faut arriver à l'école d'IAD en ayant fait des situations d'urgence. Comme tu dis, il y a quelqu'un qui demandait est-ce que mon stage pré-pro en réa, c'est grave si j'ai pas vécu de situation d'urgence? Bah non, c'est pas grave, tu vas avoir un stage en réa, tu vas vivre des situations d'urgence. Au pire, c'est pas grave, tu t'en vivras en tant que professionnel. À quelqu'un qui enchaînerait avec l'école d'IAD et qui n'a pas cette expérience-là, eh ben, il partirait avec des outils en moins. Il faut avoir vécu ce genre de choses, absolument, avant de se spécialiser, pour pouvoir faire un bon IAD ou un bon IBOD. Pour moi, c'est vraiment essentiel. Donc, après, IBOD, je crois que ça a été demandé par les IBOD, etc. Donc, si c'est ça, tant mieux. Je suis sûr et certain que les IAD ne demandent pas à supprimer la formation pro, parce que c'est quelque chose... tout simplement, il faut avoir de la science pour faire IAD, et c'est quelque chose qui s'acquiert. Quelqu'un qui me dit qu'il sort de l'IFSI et qui est ultra confiant en lui, il va se faire défoncer en tant que professionnel, parce que tu peux pas avoir 100% confiance en toi en sortant de l'IFSI. T'as rien vécu à l'IFSI, il faut vraiment vivre de l'expérience professionnelle pour devenir... ça peut être très rapide, ça peut arriver rapidement, mais il faut quand même avoir vécu un peu de choses. Donc, pour avoir de l'assurance en soi, il faut avoir de l'expérience professionnelle. Donc pour moi, c'est indispensable, en tout cas pour faire IAD. Que penses-tu du plan Ségur qui va prochainement être dévoilé, et as-tu vu l'arrestation de l'infirmière pendant la manif à Paris? Oula, on me demande de parler d'un sujet qui fait fâcher. Oula, je parle plus français. Le plan Ségur, j'attends, je ne suis pas pour dire qu'il ne va rien se passer, j'attends de voir ce qui se passe, j'attends de voir les revalorisations de salaire, je suis autant impatient que vous. Le cadre de mon service est allé une journée à Ségur, mais je ne l'ai pas recroisé. Il est allé au ministère de la Santé pour parler en tant que cadre, mais j'ai pas eu de retour, donc il faudrait que je lui pose la question et je pourrais vous faire un retour derrière. Après, j'attends beaucoup de ce plan, on va voir si ça donne quelque chose, parce que dans le Ségur, il y a beaucoup de médecins et très peu de paramètres, donc on voit qu'il y a beaucoup de revendications pour les médecins qui ressortent, mais il y a intérêt à ce que les revendications pour les paramètres, elles sortent aussi. Voilà. Après, concernant l'arrestation de l'infirmière, je suis pas... En fait, il faut voir la vidéo complète, Moi, je pars du principe que, quel que soit le statut de la personne, elle n'a pas à lancer des cailloux sur des flics, en fait. Parce que je me mets à la place des flics. C'est comme... pour moi, c'est comme... le flic fait son taf. Il ne lui a rien fait, en l'occurrence, début. Elle ne se venge pas de quelque chose. Elle ne se venge pas de quelque chose. Elle a peut-être reçu du gaz lacrymo et tout ça, mais ils ont balancé du gaz lacrymo parce qu'il y avait des black box, etc. C'est comme si nous, on était... c'est comme aux urgences, quand on se fait agresser. On se fait agresser sur notre lieu de travail alors qu'on n'a rien demandé à personne, parce que les personnes sont impatientes. Et elles sont impatientes, donc elles s'en prennent à nous. Alors qu'on n'est pas responsable du temps d'attente. On n'est pas responsable de ça. Le temps d'attente, il est lié à la charge de travail, il est lié au fait qu'on n'est pas assez en nombre, il est lié à la mauvaise organisation des urgences, mais c'est pas lié à nous. Et ben, mettez-vous à la place de cette infirmière aux urgences qui va se faire agresser. On en a beaucoup parlé pendant Interurgence, etc. On en a beaucoup parlé pendant 1 an avec les urgences qui ont eu des primes de risque, etc. Et là, aujourd'hui, on est en train de défendre une infirmière qui a jeté des cailloux sur un flic qui n'est strictement pour rien dans le fait que cette même infirmière a des conditions de travail de merde. Et moi, je suis complètement... je suis vraiment pas pour... ça m'a énervé beaucoup, parce que du coup, on a parlé que de ça, alors que vraiment, la manif, elle était exceptionnelle, et il fallait parler d'autre chose que de ça. Mais je ne peux pas approuver le geste de cette infirmière-là, c'est impossible. C'est tout simplement parce que j'ai des potes flics, et que comment je les regarderais droit dans les yeux en leur disant ok, mais en fait cette bonne femme, elle a eu raison de vous jeter des cailloux. Et en ça, je rejoins totalement VDC. Je sais pas si vous avez vu Vite Carabin, les bulles qu'il a faites à ce sujet-là, mais le fait qu'elle crie au scandale parce qu'elle demande
la ventoline, etc. Suffit de voir quelqu'un d'asthmatique. Quelqu'un qui est en crise d'asthme ne peut pas hurler comme elle l'a fait pour demander sa ventoline. Ça, c'est du cinéma et ça m'a énormément énervé aussi parce qu'elle se met en position de victime, sachant qu'elle a été tirée un peu peut-être par les cheveux. Peut-être, mais elle a été tirée surtout par son sac à dos quand on voit les vraies images. Et pour moi, elle s'est portée en victime, elle a fait parler énormément d'elle, ça a fait un buzz. Bon, c'est pas elle qui a fait parler d'elle, c'est les médias qui ont fait parler d'elle et ça a pris des proportions hallucinantes. Mais voilà, pour moi, son geste, pour moi, elle méritait son arrestation. Peut-être qu'elle s'est faite un peu violemment, et c'était 10 sur elle, etc. Mais putain, mais je me mets à la place des flics, tu te reçois des cailloux sur la gueule. Bah ouais, je pense que t'as pas envie d'y aller en la prenant par la main, quoi. Enfin, je ne cautionne absolument pas les violences policières. Je ne suis pas en train de dire ça et je suis totalement contre ça, au contraire. Et ça, je vais être ferme là-dessus. Mais il faut pas tout mélanger et il faut pas crier aux violences policières dès qu'il y a une arrestation. Quand on regarde les premières images, on voyait que l'arrestation de cette bonne femme. Derrière, en fait, on se rend compte qu'elle a été violente envers les policiers et que c'est du donnant-donnant. Et alors, c'est pas du donnant-donnant. Les flics ne doivent pas se venger parce qu'elle a été violente. Mais faut partir du principe qu'elle a été violente, elle a fait des fuck aux flics, et bah franchement, moi c'est normal qu'elle se fasse arrêter. Elle a balancé des projectiles, voilà. Et encore une fois, il faut faire le parallèle avec les infirmiers aux urgences. Cette bonne femme, je sais pas où elle travaille. Si elle travaille aux urgences, et bah elle aimerait pas qu'on l'agresse pour des raisons où elle n'y peut rien en fait, où elle ne peut rien changer à cette attente. Et bah cette bonne femme se retrouve à agresser des personnes, se retrouve à lancer des cailloux à quelqu'un qui n'y est absolument pour rien, qui n'a aucun rapport avec sa situation de travail. Et ça, je trouve ça hyper important de le préciser. Voilà. Ça m'a gavé. Quel est ton point de vue sur la passerelle IDE médecine ? Mon point de vue, c'est qu'elle est beaucoup trop compliquée et qu'il faudrait l'ouvrir à beaucoup plus de monde. Voilà mon avis sur la question. Attendez 2 secondes. Je réponds à un message. Donc voilà, pour moi, la passerelle devrait être beaucoup plus simplifiée, en fait, par rapport à ce qu'elle est. Là, je vous rappelle que pour l'instant, il faut travailler 2 ans, et ensuite, il faut envoyer un dossier, c'est sur dossier, une lettre de motivation, CV, une attestation sur l'honneur. Derrière, si le jury estime que t'es bien, eh ben, il t'envoie à l'oral, où là, l'oral, t'es devant le doyen de la faculté, et voilà. Et devant la faculté, des médecins, enfin devant un vrai comité et tout ça, et tu passes l'oral. Moi, je trouve que il y a très peu de place, enfin c'est très compliqué, et j'espère que cette passerelle va évoluer. Je vois que ça parle Croix-Rouge, et du coup, j'ai du mal à remonter dans le fil des commentaires. Alors... Ah, j'avais pas vu le trompettiste. Bah, merci beaucoup. Je suis secouriste à la CRF. Donc moi aussi, j'étais secouriste à la CRF à un moment. Nuit possible à partir du S2 dans mon IFSI. D'accord, bah tu vois, je savais pas. Mais je sais qu'en tout cas, c'est pas tout au début. On attend un petit peu avant d'envoyer les étudiants dans les services de nuit, ce qui paraît normal. Une idée qui souhaite s'orienter vers du libéral, doit-il faire plusieurs années d'exercice pro ou peut-il s'installer après l'école ? Alors, tu ne pourras ouvrir ton cabinet, si je ne m'abuse, que après 2 ans d'expérience. En revanche, tu peux faire des remplacements dès la sortie de l'école. C'est la différence. Par contre, il faudra justifier de 2 ans d'expérience pour pouvoir t'inscrire à l'URSSAF et à l'ordre d'infirmier, etc. Donc là, je vois que ça parle Croix-Rouge. Comment ça se passe le financement ? Tu devras 2 ans à l'hôpital après. Alors non, car là, je vais devoir 5 ans à l'hôpital. Et je ne devrais pas 5 ans à un hôpital, mais à un groupement hospitalier. Donc je pourrais tourner sur différents hôpitaux, mais d'un secteur réduit, donc moi, ça ne me dérange pas du tout. Et en plus, je vous dis, mais ça, je vous dévoilerai le lieu si jamais je suis pris. Mais le lieu m'intéresse énormément parce que, comme je vous avais expliqué, je me suis pas fait financer par mon groupement. Normalement, mon groupement aurait dû me financer. Mais cette année, il ne finance que 4 personnes et je suis 5e sur la liste. Donc, je me fais pas financer par mon groupement. Mais un autre groupement propose de me financer parce qu'ils ont des places et qu'ils n'ont pas assez de personnes dans leur groupement qui postulent. Et donc, du coup, ils proposent de me financer. Donc, j'ai dû envoyer l'aide de motivation CV. Et là, je dois les rencontrer pour un oral, pour un entretien. Alors, il y aura direction des soins, tout le bordel. Mercredi. Ah putain, j'ai dit le jour. Ça va me stresser. Donc, voilà. Et donc, à l'issue de cet entretien, je saurai si je vais me faire financer. Il faut que je gère cet entretien pour avoir un poste. Parce que sachant qu'il y a des personnes qui ont déjà dû se faire financer par ce groupement-là et qui ont des postes, il va falloir que je me batte pour ça. Voilà.
Tac, tac, tac. Dès la première stage. Ah ouais, d'accord. Je savais pas qu'on pouvait faire des nuits dès le premier stage dans certains IFSI. Ouais. On doit le respect. Alors attends, tac, tac. Je suis d'accord avec Jérémy, on doit le respect. Tout à fait. Que penses-tu des infirmiers sapeurs-pompiers? Je suis IDE en centre de traitement brûlé. Merci pour ce que tu fais, entièrement d'accord avec toi pour l'info. Bah écoute, merci beaucoup Lucas. Et bah moi j'ai été pompier, mais en tant que pompier volontaire, pas en tant que infirmier pompier. Et c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, mais le problème c'est que j'attends d'avoir mon appart. Je sais pas si vous avez suivi, mais là je vais avoir mon appart en septembre dans le 94, juste à côté de Paris. Mais dans le 94, et dans le 94 c'est la BSPP, donc je pourrais pas en faire partie en tant que volontaire. Mais une fois que je serai véhiculé, et si j'arrive à m'éloigner un peu, je le ferai, c'est sûr. C'est sûr et certain. Et du coup, les infirmiers sapeurs-pompiers, j'ai un super pote qui est infirmier sapeur-pompier, et il adore ça, et vraiment, je trouve ça hyper cool, les responsabilités qu'a l'infirmier sapeur-pompier, ça m'attire énormément. Et il faut justifier un petit peu d'année d'expérience, donc c'est pas quelque chose qu'on peut faire juste après le DE. Tac, tac, tac. Voilà, exactement Marco. T'as pas envie de te faire caresser et c'est normal de ne pas vouloir ça. C'est honteux, je suis tout à fait d'accord. Merci Clément, tu vas gérer. J'espère vraiment. Moi aussi ça me dégoûte les actes de KSH. Tac, tac, tac. Étais-tu anxieux Alors, es-tu anxieux de base et as-tu évolué là-dessus, notamment avec le métier d'infirmier? Oui et non. Voilà. On va se contenter de cette réponse-là. Hein. Je réponds à ta question juste après le trompettiste. Touk touk touk. J'étais pas vraiment anxieux de base. On est tous anxieux. En fait, c'est compliqué parce qu'il faut garder une part d'anxiété au travail, sinon tu deviens naze. Et si t'es trop reposé sur tes acquis, bah c'est là que tu fais une connerie. Donc il faut garder cette part d'anxiété. Mais oui, j'ai évolué parce que j'ai gagné en assurance, parce que j'ai pris confiance en moi. Et oui, le métier d'infirmier m'a complètement transformé, mais en plus, la pédiatrie m'a complètement transformé. Et oui, ça m'a aidé à prendre confiance en moi et donc à devenir moins anxieux. Mais par exemple, quand j'ai changé de service et que je suis retourné en réa, bah, j'ai retrouvé de l'anxiété parce que quand j'étais aux urgences au bout de 18 mois, bah, c'est quoi à dire, mais il y a beaucoup moins de choses qui me faisaient peur. J'avais eu pas mal de réa aux urgences et tout ça, et de débarquer dans un nouveau service, bah, cette anxiété elle revient, et c'est un petit peu le cas au final quand on est en stage, et toi quand tu seras externe et quand tu seras interne aussi, hein, chaque début de semestre t'auras ce petit stress, mais au fur et à mesure que tu vas évoluer, tu vas prendre confiance en toi, tu vas te dire ok, j'ai des connaissances, et c'est exactement ce qui s'est passé avec moi. Ne serait-ce par exemple en posant des KT, au début t'en foires et tout, au fur et à mesure tu te rends compte que t'as plus besoin d'appeler quelqu'un de plus expérimenté de toi, et au final tu deviens tu fais partie des personnes les plus expérimentées par exemple pour ce genre de gestes, et là du coup bah tu as beaucoup moins peur, t'apprends à déstresser, ce genre de truc. Donc ouais, carrément les études m'ont aidé à ça, et c'est au fur et à mesure que j'ai pris confiance en moi, et que du coup j'ai moins appréhendé les soins, etc. Je dis beaucoup, etc. Le SMUR ne te plairait pas? Si, bien sûr, et je compte bosser au SMUR en tant que IED. Et effectivement, si je suis au SMUR, peut-être que je vais me calmer avec l'extra-hospitalier, et voilà. Mais si jamais je bossais pas au SMUR, j'aimerais bien faire infirmier sapeur-pompier à côté. Ça, c'est une certitude. Pour faire voilà, tout simplement de l'extra-hospitalier si je ne peux pas en faire en tant qu'IAD, sachant qu'il existe des infirmiers anesthésistes sapeurs-pompiers, hein. C'est une spécialité, ils peuvent intuber, etc. C'est pas le cas dans tous les SDIS, mais il y en a, et ça me plairait beaucoup, à défaut d'être au SMUR. Mais si je peux être au SMUR, je préfère. Donc et c'est un peu l'objectif. Voilà. C'est très gentil Clément, j'espère qu'ils verront ça aussi, on va dire. Bah, je t'en prie Amandine. Bah écoutez, ça fait 1 heure, je pense qu'on a fait le tour des questions que vous aviez dans l'immédiat. Donc encore une fois, le live sera en rediffusion sur ma chaîne YouTube. Je vais le mettre dès demain, parce que là, je vais laisser celui-là brut tel quel en non répertorié, et après, je mettrai... je mettrai le récap avec un son un peu meilleur que ce que vous avez là, parce que je l'enregistre en parallèle. Donc voilà.
Le monde de l'urgence, c'est un monde tellement excitant. Je suis totalement d'accord avec toi, c'est ce qui me fait vibrer en tant qu'infirmier. Voilà, bon bah j'espère que j'aurai pu répondre à toutes vos questions, et puis merci d'en avoir posé autant, c'est vous au final qui avez animé le live en posant vos questions en amont et pendant le live, donc c'est super cool. Salut tout le monde, merci encore d'avoir participé, et puis à bientôt, bonne soirée à tout le monde.